Bien, allez, bonsoir. Merci à tous d'être venus jusqu'ici. Ce soir, je vais vous emmener en voyage un petit peu partout dans le monde pour voir justement les géants. Les géants télescopes que les hommes ont construits progressivement depuis les années 1900. Il faut quand même penser au départ que le télescope est une invention de Isaac Newton. Newton, oui, avant on avait des lunettes, vous avez vu sur le terrain il y a des lunettes et des télescopes. On a construit des très grandes lunettes mais qui avaient plein de problèmes, qui se déformaient, on voyait des canaux, on voyait des martiens avec les lunettes, bon. On en a vite fait le tour et vite arrivé aux limites de ce qu'on pouvait faire avec une lunette d'astronomie. Et par contre, depuis Newton qui a commencé à polir des miroirs en bronze, progressivement, on est arrivé à faire des vrais télescopes, des vrais miroirs, puisqu'un télescope c'est avec un miroir, on renvoie la lumière à partir du miroir principal dans les oculaires. Donc on va faire un petit tour du monde à partir de différents instruments. Tac. Voilà un instrument qui est aux États-Unis, le Hooker. Il fait 2,50 m seulement. Ce n'est pas un très gros télescope, mais il a une histoire très particulière. Ce télescope a servi à Hubble, Edwin Hubble qui a compris l'expansion de l'univers. On a commencé à avoir des taches, mais ces taches, on a compris que c'était des galaxies, et que ces galaxies s'éloignaient de nous. Plus elles étaient loin, plus elles partaient vite dans l'espace. Donc on a dit l'univers est en expansion. Hein, Edwin Hubble, c'est pour ça qu'on a donné le nom au télescope Hubble, après qu'on a mis en orbite autour de la Terre. Donc ce télescope a vraiment une histoire importante. Il a été en service pendant longtemps, des années 1900-1950, vous voyez. Et puis progressivement, eh bien, aujourd'hui il sert de télescope d'appoint, il sert d'autres choses, mais il n'est pas très important, puisqu'on a simplement un miroir de 2,50 m. On aimerait bien, nous, ici, avoir un miroir de 2,50 m, vous me direz. Ce qu'il faut remarquer aussi dans ces télescopes, c'est qu'ils étaient montés sur des montures équatoriales. Mais une monture équatoriale, comme vous en avez vu là-bas à l'extérieur, pour des machines aussi importantes, ça demande des masses et des poids très importants. On voit l'axe de rotation qui tourne comme ça, et puis l'axe du télescope qui va basculer dans les deux sens. On verra que tout ça, ça a une certaine limite. On va passer à un autre miroir tout de suite après 1950, beaucoup plus important. On est arrivé à 5 mètres. On est toujours aux États-Unis, au Mont Palomar, mise en service, vous voyez, 1947. Déjà avec ce télescope, alors, on est allé beaucoup plus loin. On a vraiment compris les amas de galaxies, les groupes de galaxies. On a étudié beaucoup plus l'univers dans le détail. Parce qu'avec un 5 mètres déjà, on imaginait, c'est déjà extrêmement important. Mais le gros inconvénient de ces télescopes, c'est que c'est gigantesque. Pour les mettre, pour les manipuler, ça demande des moteurs importants, sans machine. Parce que cet axe, si vous voulez, il faut qu'il suive l'étoile polaire. Il faut qu'on soit sur une monture équatoriale, ce qui veut dire que l'axe de rotation, il va suivre le mouvement de la Terre sur un seul moteur. C'est ce qu'on a ici. Pour les amateurs, on utilise toujours une monture équatoriale. Parce que c'est petit, maintenant c'est compact. Et avec nos petits télescopes, c'est ce qu'il y a de plus pratique. On va voir après que ça ne marche pas pour les gros. Donc vous voyez, on a un axe ici, vous voyez le berceau, là-bas c'est le grande couronne, elle tourne, et puis le télescope qui est vertical, comme ça, lui, qui va aussi tourner dans tous les sens. Ça a un suivi du ciel qui est quand même assez précis, mais qui ne demande pas une technologie informatique importante avec. Par contre, dès qu'on va passer... Alors au détail, un truc important aussi qui est marrant à voir, c'est qu'on est au Mont Palomar aux États-Unis, on est beaucoup plus de latitude, beaucoup plus près de l'équateur. Regardez un peu l'axe de rotation de la Terre, de la polaire. Cet axe vise la polaire. Et oui. Alors que nous, ce serait ici, le même télescope serait là, il serait à 45 degrés nord. Nous ici, on a 45 degrés de latitude nord. Toute notre monture équatoriale que nous avons ici, vous verrez sur tous les instruments, elle est calée sur la polaire à 45 degrés. Notre nord, nous, la polaire, c'est 45 degrés. Alors que là, on voit bien que cette monture, elle est beaucoup plus couchée. Voilà un petit peu une autre vue de ce même télescope. Et on voit bien cette grande fourche immense, c'est des tonnes. C'est des tonnes et des tonnes, c'est des machines gigantesques. Imaginez, vous voyez le petit personnage qui est en bas. Ouais, donc on a vraiment des machines très puissantes, importantes, mais là aussi qui arrivent à leur limite de capacité, à leur limite de grandeur. Avec un système comme ça, en monture équatoriale, c'est extrêmement difficile d'aller plus loin. Donc tout de suite après ces grands télescopes qui ont déjà bien fait avancer la science, dans plein de domaines, eh bien on est passé à un autre système. Là on va passer en Russie. Bon, ça se trouve comme ça aujourd'hui, mais on est dans le Caucase, et c'est un des premiers télescopes qui a changé complètement de technologie. On est passé sur une monture qu'on appelle nouvelle azimutale. C'est-à-dire que, vous allez voir à l'intérieur, le miroir est tout en bas, et c'est juste différent. Alors, ils ont pas eu de chance ces Russes, parce que ce télescope, il n'a pas tellement bien marché. Il a fallu qu'ils rechangent le miroir, leur miroir n'était pas bon, mais on a affaire déjà à un miroir ici de 6 mètres. Vous voyez, petit à petit, on va monter en diamètre.
Eh bien oui, parce que plus on va ramasser de la lumière, plus on va faire l'entonnoir à lumière, plus on va pouvoir avoir de l'information des choses beaucoup plus lointaines. On va avoir une résolution. Ce n'est pas une histoire de grossissement. Quand on achète des télescopes d'amateurs, on dit ça grossit combien. Non, il ne faut pas vous fier à ça. C'est ce qui est important, c'est la qualité du miroir, la résolution, c'est-à-dire la façon de détailler 2 points lumineux dans le ciel. Vous voyez, donc on regarde surtout ça. Et donc ils ont peu de chance, avec plus ou moins des inconvénients sur le miroir secondaire. Voilà la machine à l'intérieur. Donc vous voyez que c'est tout à fait différent. L'axe de rotation ici, eh bien, le basculement se fait comme ça. Hein, on appelle ça en astronomie la déclinaison. La déclinaison. Et puis dans l'autre sens, on a l'ascension droite qui va, c'est tout ce grand plateau qui va tourner. Vous voyez les personnages en bas? C'est déjà des machines importantes. Mais ce télescope a assez peu servi parce qu'ils ont eu plein de problèmes techniques. Par contre, là, ça oblige effectivement à avoir des ordinateurs assez puissants. Parce que vous vous rendez bien compte tout de suite que les 2 mouvements, il faut qu'ils soient conjugués. Il faut qu'on ait un mouvement dans un sens et dans l'autre qui soit fait par l'informatique et qu'on puisse suivre le ciel. Parce que quand il tourne sur place comme ça, il ne suit pas le ciel sur place. Il faut qu'en même temps, l'inclinaison va bouger. Vous voyez la grosse différence par rapport à une monture équatoriale. On a 2 technologies très différentes, mais celle-ci, elle a un gros avantage, c'est que tout le poids, toute la masse est en bas. On n'a pas des machines aussi importantes qu'on a pu voir. Et bien sûr, le grand exploit, c'est le VLT. Bon, le VLT déjà, on est monté très haut en altitude, on est à 2600 mètres. C'est les autres. On a l'Europe, essentiellement, l'Europe qui a construit ces 4 gros télescopes. Et là, on a quand même 4 miroirs de 8,20 mètres. Alors, ça a été une grande révolution aussi. Pourquoi? Parce qu'imaginez un miroir de 8,20 mètres qui fait simplement 22 cm d'épaisseur. Vous voyez un petit peu? Eh bien, par lui-même, ce télescope ne se tiendrait pas. Ces fameux miroirs qui ont été coulés en Allemagne, il y a eu plein de choses qui ont été fabriquées en France aussi, on va le voir, eh bien, ces miroirs ne se tiendraient pas d'eux-mêmes. Si on les portait comme ça, juste, si on les soulève, ils se casseraient. Ces miroirs sont posés sur des vérins, sur des tout petits vérins. Il y a des milliers de vérins qui sont dessous, enfin des centaines de vérins, pas des milliers quand même, mais qui vont avoir un rôle très important. Ce miroir va pouvoir se déformer. Tous les miroirs sont équipés, ces télescopes, de ce qu'on appelle une optique adaptative. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'on va calculer, même à cette altitude-là, les perturbations qu'il y a dans l'atmosphère. L'atmosphère, ça fait une loupe, hein, ça bouge l'air là-haut. D'accord? Hein, les enfants? Vous voyez, l'atmosphère, surtout en été, quand il fait chaud, eh bien, l'atmosphère, il bouge. Donc, ça fait des mouvements. On ne voit pas les étoiles nettes. D'ailleurs, vous l'avez peut-être remarqué, quand on regarde les étoiles, on les voit scintiller. Eh bien, ces étoiles, elles scintillent, c'est à cause de l'atmosphère. Eh bien, pour corriger ce scintillement, pour avoir des étoiles bien nettes, on envoie ce qu'on appelle des lasers qui vont faire une étoile artificielle dans le ciel. On va avoir des lasers, on a des photos à des endroits où on voit des grands lasers qui sortent des télescopes. On va calculer la précision, comment sont les couches de l'atmosphère. Et il y a des ordinateurs très puissants qui vont corriger ça par les petits vérins qu'il y a dessous. Vous vous rendez compte un peu? On va faire bouger le miroir, on va faire déformer ce miroir de façon à avoir une image la plus nette possible. C'est impressionnant déjà. Hein? Voilà. Donc tous ces télescopes maintenant qu'on va voir modernes, avec ce système de monture alt-azimutale, ils sont équipés de ce système. Et en plus, on a aussi ce qu'on appelle un grand mot scientifique, mais on va expliquer ce que c'est, l'interférométrie. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut dire que ces télescopes, grâce aussi à plein de petits télescopes, vous voyez, des instruments devant un peu partout, on va coupler une image, on va faire un télescope virtuel beaucoup plus grand. Vous voyez, on va récupérer l'image de ces 4 télescopes, on va en faire une image bien plus grande. On va faire comme si c'était un télescope unique, grâce à ces 4 télescopes, en utilisant un système, ce qu'on appelle justement l'interférométrie. Alors, ça ne marche pas dans toutes les longueurs d'onde, ça. On va l'utiliser en infrarouge, on va l'utiliser dans différentes longueurs d'onde. Eh bien oui, parce qu'il faut quand même penser que, jusqu'à présent, on parle des télescopes comme nous les amateurs, on va utiliser le visible. La toute petite partie de les longueurs d'onde de tout le spectre électromagnétique. Vous savez que la radio, quand tu écoutes la radio, c'est des photons, c'est de la lumière. Quand on passe à la radio avec les rayons X, c'est aussi de la lumière. Les rayonnements gamma sont puissants, l'infrarouge, tout ça, tous ces spectres de la lumière est étudiés dans l'espace. Donc ces télescopes sont équipés de différentes caméras, de différents systèmes pour étudier tout l'ensemble. Et donc l'interférométrie va marcher plus particulièrement dans l'infrarouge ou dans d'autres domaines, pas forcément dans le visible. Voilà. Alors, on va avancer justement là-dessus. Voilà un petit peu, on les comprend mieux. Vous voyez qu'il y a tous des volets, il faut énormément ventiler ces grands télescopes tellement qu'ils sont géants. Eh bien, on créerait des phénomènes intérieurs de turbulence dans les télescopes.
Et bien, en permanence, ces télescopes sont ventilés avec des gros ventilateurs, avec des aérations partout. Donc là aussi, tout ça, ça tourne. Vous imaginez bien que cette coupole, elle peut tourner là-haut. Ouais, c'est des grosses machines. On est au Chili, là, hein, dans les plateaux du Chili, là-haut, au Mont Paranal. Là. Voilà à l'intérieur, un petit peu d'un télescope géant. 8,20 m. Vous vous rendez compte un petit peu ce qu'on peut capter là-dedans. Alors, là, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Eh bien, on va aller voir des étoiles, la naissance et la mort des étoiles, mais pas forcément dans notre galaxie, dans les galaxies voisines. On va aller voir ce qui se passe dans l'univers, la naissance, la mort des étoiles. On va essayer de comprendre comment justement l'univers fonctionne, les courants de galaxies. On sait aujourd'hui que les galaxies, eh bien, elles ne sont pas réparties uniformément dans l'univers. Elles ont des courants, elles ont même des endroits où ça fait le partage des eaux. Une galaxie, elle est là, elle va plonger là, elle va plonger là. Aujourd'hui, il y a une étude justement sur le mouvement général un petit peu de l'univers. On va aussi étudier, bien sûr, les exoplanètes. On en parle beaucoup, alors ce n'est pas des télescopes tellement faits pour, mais aujourd'hui, vous savez qu'on connaît plus de 6000 planètes qui tournent autour d'autres étoiles. Et oui, on n'est pas les seules planètes à tourner autour d'autres étoiles. Ça aurait été étonnant d'ailleurs, mais aujourd'hui on en connaît beaucoup, on n'a pas trouvé de Terre, enfin on a qui ressemblent à la Terre, mais on n'est pas encore capable de détecter des formes de vie. On s'en approche, et on va voir à la fin qu'effectivement c'est pour ça qu'on continue de construire des instruments de plus en plus puissants. Voilà un petit peu une machine assez gigantesque, assez phénoménale, qui permet de voyager très loin dans l'espace. Et puis maintenant, bien sûr, on a de la concurrence. Hein. Les Européens, les États-Unis s'en occupent aussi. Ils ont fabriqué 2 télescopes de 10 mètres, carrément. Mais on va voir qu'ils sont particuliers. Les Keck, on appelle ça les Keck, il y en a 2. Et on est au sommet du Mauna Kea, à l'île d'Hawaï. Et là, bien sûr, on monte à plus de 4000 mètres d'altitude. Donc vous avez compris aussi que plus on va monter en altitude, plus l'atmosphère va être transparente, plus il va être plus facile à corriger, à négocier. Voilà. Donc là aussi, l'intérêt d'aller très haut en altitude, et d'avoir 2 instruments extrêmement puissants construits par les États-Unis. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire là-dedans? Bon, c'est des instruments qui coûtent, qui coûtent extrêmement cher. C'est quand même des instruments qui coûtent, on parle de millions, hein, on va parler de centaines de millions d'euros pour construire des choses comme ça. On va dire ça coûte très cher, pourquoi faire? Oui, tout le monde s'y met. L'homme, depuis qu'il est sur Terre, il a toujours cherché à aller voir un peu plus loin avec le bout de son nez. Alors, qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? On continue, hein, on ne peut pas s'en empêcher. Même si ça coûte très cher. Voilà. Là, alors là aussi, on a affaire à des miroirs assez minces, 17 cm, tournés pareil, sur des mêmes systèmes. Mais il y a une particularité ici, c'est que, vous le remarquez là sur cette image, eh bien, c'est une multitude de miroirs. Vous voyez, il y a 36 miroirs hexagonaux qui ont été assemblés avec une très très grande précision. Vous voyez un petit peu la précision qu'il faut avoir. Quand imagine, quand nous on a poli un petit miroir de 40 cm, à quelle précision il faut arriver la forme. Quand c'est un puzzle de miroirs, heureusement qu'aujourd'hui il y a des robots, qu'il y a de l'informatique et il y a tout ça pour caler ça d'une manière extrêmement précise. Et vous avez compris que ces miroirs, on le voit bien là-dessus, eh bien ils sont percés. On ne peut pas s'amuser comme les Dobson là-bas à les mettre un oculaire, un miroir secondaire qui va sortir la lumière sur le côté, ça ne marche pas. Donc la lumière est renvoyée au centre du miroir, les miroirs sont percés au milieu, les VLT c'est pareil, et on a les caméras, on a tout le système de détection qui se trouve dessous le miroir, derrière. Hein, d'accord? Voilà, ça aussi c'est des géants, ces 2 Keck. Et puis à côté, au même endroit, eh bien il y en a 2 autres. Il y a les Japonais qui ont construit Subaru. Alors Subaru, c'est les étoiles, c'est les 7 sœurs, c'est les fameuses Pléiades. Hein, les Pléiades qu'on retrouve dans le ciel d'hiver, un petit peu, dans la constellation du Taureau, là-bas. Eh bien, les Pléiades, c'est le nom c'est Subaru, cette sœur, c'est la marque japonaise. Un instrument aussi assez important, on est en 8,30 m quand même, toujours en sectionnal, toujours en morceaux. Après, à un certain niveau, on est passé à justement cet assemblage de miroirs. Et chaque télescope, vous allez me dire, regarde tous la même chose. Non, il y a tellement de choses à voir, il y a tellement d'études à faire, que chaque télescope aujourd'hui se spécialise. Ce qu'il faut bien penser, c'est que les scientifiques ne travaillent pas dans ces observatoires. Les gens qui font de l'étude de l'espace, eux, ils sont dans leur bureau, ou en bas, ou quelque part, ils commandent, des fois plus d'1 an à l'avance, une étude particulière. Vous voyez, les temps d'observation sur ces télescopes sont très très demandés, donc il faut un temps très long pour arriver à lancer une étude qui soit bien ficelée. Les chercheurs font ça, et à l'intérieur, les gens, c'est des techniciens, c'est des manipulateurs. Il n'y a plus personne qui regarde comme nous dans un oculaire. Souvent, on a rencontré des scientifiques, nous, qui nous disent « Mais vous avez de la chance, encore, vous pouvez voir en direct. »
dans un oculaire. Nous, on ne voit plus, on n'a que des chiffres à l'écran, on n'a que des calculs, on n'a que des... Vous voyez, c'est très abstrait après. Et il arrive à avoir l'image, bien sûr, mais qui est complètement différente de ce qu'on peut voir en direct. Vous voyez, la science, l'étude, à partir de ces gros télescopes, on dirait qu'ils ont de la chance, ils regardent dans un gros truc. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est vraiment des caméras, c'est vraiment des appareils numériques, c'est des choses extrêmement particulières qui font fonctionner ces télescopes. Et puis à côté, toujours dans le même coin, eh bien, on a Gemini. Gemini Nord qui fait 8 mètres aussi, Mauna Kea, Hawaï. Donc aussi des belles machines, vous voyez, des coupoles qui ont été construites, ça fait du temps, hein, c'est des beaux investissements. Là, on a affaire à un consortium de plusieurs États. Souvent, dans tout ce qui se construit dans des dimensions comme ça, c'est plusieurs pays. L'Europe qui va s'associer aux Américains, les Japonais qui vont se mettre avec les Chinois, pas trop, non, mais voilà. Donc, des gens qui s'entendent, en principe. Bien sûr, les intérêts financiers, les intérêts politiques rentrent un peu en ligne de compte là-dedans. Mais quand même, globalement, dans la science en général, les scientifiques essayent de s'entendre sur des projets importants et pourquoi on va faire ça et avec qui. Donc ça, c'est aussi un élément à prendre en compte. C'est important. Voilà, une photo globale, une photo générale, pour trouver au milieu les deux cakes, le Subaru et le Gemini là-bas à droite. Ah, il y a une sacrée vue là, hein, la mer de nuages. Hein, donc à cette altitude, et dans ces pays-là, on a quand même la chance d'avoir des années avec plus de 300 jours de beau temps. Ça aussi, c'est très important. Hein. Donc on ne va pas mettre des télescopes n'importe où, plutôt où il fait beau et en altitude tant qu'à faire. Donc en voilà une belle collection, là un haut lieu. Je ne suis pas sûr qu'on puisse y monter facilement, que ça se visite, je ne sais pas, mais il y a d'autres endroits. Voilà, Gemini Sud, donc le frère jumeau, on a vu tout à l'heure Gemini Nord, mais le Gemini Sud il est au Chili, et il conjugue. Ces deux télescopes souvent utilisent les mêmes choses, plus ou moins en stéréo, on va dire, de deux endroits de la Terre différents, et ils vont pouvoir nous apporter des informations particulières, justement, dans une vision décalée. Vous voyez un petit peu le système. Donc il y a le Sud et le Nord en Gemini. Le plus grand télescope, c'est celui-là. Le GTC, eh ben, il est à l'île de Palma, il est aux Canaries. C'est les Espagnols, avec d'autres pays, avec d'autres consortiums qui l'ont construit. C'est en haut lieu, hein, les îles Canaries. Moi, j'y suis allé. À côté de l'île de la Palma, il y a l'île de Tenerife. Je vous invite à aller à côté du pic de Teide. Il y a le Teide à 3700 mètres, là, le volcan magnifique. Eh bien, on a un plateau là où il y a une grosse quantité de télescopes. Des télescopes solaires, des télescopes de toute nature, d'études de l'univers. On a vraiment un haut lieu, et l'avantage c'est que c'est un lieu qui se visite en français, avec des guides en français, avec vous êtes intéressé par les gros instruments. Allez voir, aux Canaries, il y a vraiment une grande richesse sur la recherche du spatial. Donc voilà, une belle machine, hein, orientez compte quand on voit les voitures, un petit peu ce que ça représente. Un sacré télescope, toujours des télescopes qui sont sectionnels, toujours avec des télescopes qui ont des miroirs section, qui sont quasiment tous obligatoirement montés sur des vérins, donc optique adaptative. Souvent aussi il faut l'interférométrie, mais pas forcément, mais surtout l'optique adaptative. Même à ces altitudes, il faut quand même corriger le problème de l'espace, le problème de l'atmosphère, plus précisément. D'accord? Alors voilà qui est curieux, celui-là c'est un petit peu un cas particulier, parce qu'on va retrouver des miroirs monoblocs. Vous voyez, il n'est pas sectionnel celui-là, en 8,40 m en Arizona. Ils ont essayé de faire un truc qui marche pour certaines choses. Ça marche parce qu'ils ont des focales très courtes, on va voir l'intérieur. Vous voyez un petit peu ces miroirs. C'est une jumelle, mais fait avec des télescopes de 8,40 m. Il faut quand même le faire. Hein. Vous imaginez la taille de cet instrument. C'est assez gigantesque. Mais on voit que les miroirs secondaires sont très courts. On a des focales très courtes. Et on a justement une vision binoculaire. Alors l'intérêt c'est de voir un peu en stéréo là aussi. C'est d'avoir les longueurs d'onde qui arrivent différemment sur chaque miroir. Et d'arriver à en déduire des détails qu'on n'a pas avec un seul télescope. Voilà. Donc, une machine très particulière. Et puis on a les Magellans. Les deux Magellans, on sait qu'ils sont des beaux télescopes de 6,50 m. Las Campanas, hein, on retourne au Chili, là-bas dans ces pays-là. Donc, deux géants aussi, deux télescopes qui servent toujours. Hein. Tout ce qu'on vient de voir, c'est des télescopes qui fonctionnent en permanence, qui ont des temps d'études qui sont assez longs pour obtenir des temps d'observation sur ces télescopes, c'est toujours acharneux. Les Français, tous les pays se regroupent, les scientifiques disent on va faire une étude précisément sur tel objet, sur telle particule du ciel, sur telle naissance d'étoiles, on va aller voir vraiment des endroits où naissent les étoiles, comment fonctionne la naissance d'une étoile, comment elle meurt, les novas, les supernovas, tout ça, comment on va les étudier. Eh bien ces télescopes sont dédiés plus particulièrement à certaines observations.
Alors un cas un petit peu particulier là, c'est en Afrique. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Les Africains, mais ils n'ont pas trop de richesse formidable, mais ils ont quand même réussi en Afrique du Sud à se mettre d'accord pour faire un 9,50 m. Mais il a une particularité, ce télescope, c'est que le miroir principal ne bouge pas. Il est calé à 55 degrés. Vous voyez, il est fixe. On va me dire, mais il regarde toujours la même chose. Pas tout à fait, parce que c'est le miroir secondaire qui va se promener. Et oui, le miroir secondaire, on va me dire, il y a il y a un système optique assez particulier. Ils font bouger le deuxième miroir pour regarder dans une certaine zone. Et là, on va mesurer avec cet instrument des vitesses. C'est-à-dire qu'on va voir le décalage des étoiles. On va voir à quelle vitesse se déplace une étoile. Dans l'univers, comment ça bouge un petit peu. Vous voyez, sa spécialité, lui, c'est les mouvements et surtout l'accélération des mouvements que l'on va voir dans l'espace. Donc, vous voyez un télescope très particulier, ventilé avec des systèmes de ventilation assez archaïques, on le voit sur d'autres types de télescopes, où on a plutôt des machines assez particulières. Ça, c'est pas courant non plus, il n'y en a pas beaucoup. Hobby, 9,20 m au Texas. Lui, il n'est pas très haut en altitude, je crois qu'il a 1500 mètres ou je ne sais plus où, donc il a un ciel quand même qui n'est pas très très bon, un système de ventilation, mais il a été très controversé celui-ci, parce que sa construction a nécessité de déboiser. Il a un gros problème avec les autochtones, un petit peu là-bas, les Indiens, qu'on dirait les gens de là-bas, et il y a eu toute une bagarre avant d'arriver à construire ce télescope. Ils y sont arrivés, mais il a été très controversé. Aujourd'hui, il fonctionne bien. Là aussi, il est mis à contribution pour des études assez lointaines. Et puis quand même, on est en France. En France, on a un beau télescope qui a marqué son histoire et qui a eu un rôle important. C'est à l'OHP. L'OHP, il fait qu'1,93 m, mais il a l'avantage d'avoir une ancienne monture. Vous voyez, on est sur une monture équatoriale, il a un axe de rotation. On revient comme les premiers qu'on a vus. À Saint-Michel l'Observatoire, c'est pas trop loin, vous connaissez Saint-Michel, Forcalquier là-bas, vers Manosque là-bas plus bas dans le sud. Eh bien, ce télescope, il a 3 sorties différentes. On va étudier le ciel de 3 manières différentes avec ce télescope. On peut faire des combinaisons de focales, et avec ce télescope, eh bien, on a quand même fait des découvertes importantes. C'est avec ce télescope que Michel Mayer et Didier ont découvert les premières exoplanètes. En 1995, avec ce télescope, en France, ici, là, on a observé des variations d'éclat des étoiles. On a pu qualifier effectivement que d'autres planètes tournaient bien d'autres étoiles. C'est une découverte importante dans le monde quand même. Aujourd'hui, ça a énormément évolué, plein d'instruments qui le font. Mais c'est à partir d'ici qu'on a, ça y est, on a dit tiens, oui, on n'est pas les seuls à tourner autour d'une étoile. Quand même, pas rien. Voilà, ça se visite. Alors ça, c'est l'avantage. Si vous allez dans ce coin, l'OHP, là-bas, eh bien, on vous fait visiter tout ça, on va tout vous expliquer. Et à côté de cette grande coupole, ben, il y en a plein d'autres aussi. C'est vraiment Saint-Michel l'Observatoire, c'est vraiment un haut lieu de l'astronomie française. Donc quand même, je suis obligé de le signaler. Même s'il ne fait pas partie des gros télescopes. Alors voilà, jusqu'à présent, je vous ai beaucoup parlé des inconvénients qu'avait notre atmosphère pour observer les étoiles. Eh bien, l'autre solution, on le savait depuis longtemps, on le savait, mais ça a été compliqué. Eh bien, c'est notre cher satellite Hubble. C'est un petit télescope de 2,40 m, il est à 590 km d'altitude, il fonctionne toujours, mais il a eu plein de pépins. Vous savez que la première fois, il était borgne. Il y a eu un défaut d'optique qui a fallu plusieurs missions spatiales avec les navettes américaines pour aller le réparer. On a changé la caméra, on a changé de choses, l'a modernisé. Mais grâce à lui, on a quand même, là aussi, fait de belles découvertes. Vous allez me dire, mais les gros télescopes en bas sont beaucoup plus grands, européens. Ils voient, mais différemment. C'est une autre étude, c'est une autre approche. Avec lui, on a les grands piliers de la création, là, dans la constellation de l'Aigle, où on voit la naissance de groupes d'étoiles. On voit vraiment la naissance des étoiles, grâce à les grandes conférences du Berrive, là, c'est magnifique à écouter ça, grâce justement au télescope Hubble. D'accord? Donc là aussi, une grande avancée dans ce domaine. Et puis, bien sûr, vous l'avez tous écouté parler, on en a fabriqué un autre, beaucoup plus grand, 6,50 m, et lui, il est à 1,5 million km de la Terre. Il est ce qu'on appelle dans un endroit stable, le point de Lagrange. Les points de Lagrange, il y en a plusieurs. C'est des endroits qui sont en équilibre gravitationnel par rapport à la Terre, au Soleil, la Lune, tout ça. On a donc des endroits où, justement, il n'y a pas trop à accélérer, il n'y a pas trop à faire bouger, il n'y a pas besoin de beaucoup d'énergie pour rester là. Et ce télescope, il est là
et il nous commence à avoir les premières images depuis 1 an ou 2 là. Et bien là aussi c'est pareil, on a fait un bond énorme en avant dans l'exploration de l'univers spatial. Certaines théories même de l'univers commencent à être remises en cause, on retrouve des choses on ne savait pas, vous voyez, c'est une grande bagarre, on apprend énormément de choses avec ce télescope. Alors ce télescope, il a quand même la particularité de regarder plus précisément dans une longueur d'onde. Là, on va faire quasiment que de l'infrarouge, puisqu'on veut étudier l'univers lointain. Donc l'univers lointain est très froid. Plus on s'éloigne, plus on a des informations où la lumière a du mal à nous arriver. Et donc l'infrarouge, vous savez ce que c'est un petit peu? L'infrarouge, c'est des caméras qui nous permettent de voir la nuit. On s'en sert beaucoup, nous, pour regarder les maisons où il y a des fuites de perte d'énergie. Hein, on voit rouge, on voit quand une maison est mal isolée, on va utiliser des caméras thermiques qu'on va regarder en infrarouge. Vous voyez? Donc c'est une lumière très faible, on ne peut pas la voir avec nos yeux, mais des animaux, il y a plein d'animaux qui voient en infrarouge, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est une lumière sensible. Donc ces grands télescopes maintenant, spatiaux, enfin ce télescope spatial qui est une construction, on a mis très longtemps, on a plus de 10 ans au moins à le mettre au point et à l'envoyer, mais il marche très très bien. Il marche très bien, on a vraiment des résultats aujourd'hui qui sont impressionnants. Donc de l'énergie à capter, des refroidisseurs, il y a tout un système. Et là, bien sûr, il nous transmet des images spatiales par des ondes radio. Voilà, la construction un petit peu, tout le groupe qui a travaillé. Vraiment une aventure splendide. Vous en avez écouté parler, vous avez écouté James Webb. Ça vous dit quelque chose, James Webb, hein? C'est quand même particulier. Là, vraiment, ça révolutionne à nouveau la connaissance de l'univers. Alors, bien sûr, on a parlé de télescopes, mais qu'est-ce qu'ils voient, ces télescopes? Ah, on voit quand même quelques images. La Voie lactée? Et la Voie lactée, ben, c'est pas la Voie lactée parce qu'on ne peut pas la voir comme ça. La Voie lactée, tu la verras tout à l'heure. On y est dedans. On y est dedans, donc on la voit au milieu, on la voit une tranche, on voit cette grande bande d'étoiles, cette étoile brillante partout qui traverse le ciel. Parce qu'on la voit, ce grand disque, imagine qu'on est au milieu là. On est là-dedans. On voit comme ça, quand on regarde de chaque côté, ben, on voit les étoiles, on sort de la galaxie, mais on voit la galaxie de l'intérieur. Hein? C'est comme quand tu es dans une voiture, tu vois dans la voiture, mais tu ne vois pas la voiture. Il faut sortir de la voiture pour la voir. Donc ça, c'est une voisine. Ça, c'est une voisine. M33, enfin, elle a un petit nom, mais c'est une galaxie spirale. Et c'est la majorité des galaxies qui sont comme ça, des galaxies spirales. D'accord? Donc c'est magnifique à voir, ça, dans un télescope. D'accord? Donc ça, on peut le voir. Et là, c'est un amas globulaire. Or, qu'est-ce que c'est que cette date? C'est quelques millions d'étoiles qui sont restées ensemble en paquet, autour des galaxies. Les galaxies, c'est un grand disque, comme on a vu tout à l'heure, mais il faut imaginer une bulle immense autour de la galaxie. Et dans cette bulle de la galaxie, il est resté des vestiges de la naissance de la galaxie, de très très vieilles étoiles. Ces très vieilles étoiles sont restées en paquet, comme ça, stables. C'est rigolo. Donc ces nébuleuses, ces amas globulaires, comme on les appelle, on va en voir ce soir. Hein? D'accord? Là, évidemment, la qualité de l'image, c'est autre chose. Hein? C'est les grands télescopes. Voilà. Et puis les étoiles, on a dit qu'elles naissaient, qu'elles vivaient pendant des milliards d'années ou des millions d'années, suivant leur taille. Et puis à un moment donné, elles vont finir leur vie. Il y en a certaines-unes, elles vont exploser. Les grosses étoiles, pas notre Soleil, il est trop petit, mais les grosses étoiles, elles explosent. On en parlera après. Hein? Et donc c'est la bulle, vous voyez, toute l'enveloppe de l'étoile est partie dans l'espace. Et l'étoile qui est au milieu, après c'est un cadavre d'étoile, souvent très dense, ça peut être une étoile à neutrons, ça peut m'aller jusqu'à un trou noir. Donc, les étoiles, elles explosent, elles vivent à un moment donné, puis après elles dispersent toute leur matière à l'extérieur. Voilà les rémanences, voilà un petit peu les déchets, les restes d'une étoile qui a explosé. C'est magnifique à voir ça, les dentelles du cygne. Hein, on va retrouver la matière, les couleurs, on a de l'hydrogène, on va retrouver de l'hélium, on va retrouver différentes qualités de matière qui donnent des couleurs différentes. Voilà un petit peu, voilà les fameux piliers de la création de Hubble. Ça c'est la grande découverte. On a découvert au sommet à plusieurs endroits dans ces masses immenses de poussière et de gaz. Hein, dans une galaxie, il n'y a pas que des étoiles. Il y a beaucoup de quantités de matière autour des étoiles qui se promènent, du gaz, de la poussière. Et ça donne ça à certains endroits. Mais c'est immense ça. C'est des années-lumière qu'on a ici. Hein. Eh bien, à certains endroits, on va avoir des groupes d'étoiles. Les étoiles naissent par groupe souvent. Elles ont des frères et des sœurs. Notre Soleil, quand il est né, il avait des frères et des sœurs aussi qui sont nés avec lui et qui se sont éparpillés dans la galaxie. Mais c'est souvent le cas. C'est souvent des groupes d'étoiles qui naissent les unes avec les autres. La matière se concentre, la matière va se densifier. Il y a une certaine densification de la matière, ben, on commence à avoir de la réaction nucléaire, à une certaine température, à certaines pressions. C'est ce qui fait que ça démarre une étoile. C'est de la poussière et du gaz au départ. Alors, on a parlé effectivement de certaines longueurs d'onde jusqu'à présent.
Eh bien là, on va changer de domaine. On va partir à Arecibo, Porto Rico, là-bas. Et on a un télescope qui fait 305 mètres de large. Ça change de dimension, hein. Mais c'est pas un miroir. Vous l'avez compris, là on est dans des antennes. On écoute le ciel, on va écouter le soleil, on va écouter plein de choses avec ça, on va écouter l'univers. Et ça va nous donner aussi beaucoup d'informations, puisqu'on est dans une longueur d'onde complètement au bout décalé du spectre électromagnétique. Et c'est aussi important. Les informations qu'on a là complètent les autres informations qu'on a dans les autres instruments. Donc, la radioastronomie s'est beaucoup développée ces dernières années. Vous voyez un petit peu ce genre de télescope, c'est assez curieux, hein. Alors celui-là, il a l'avantage en plus de tourner sur lui-même, de basculer. Donc là, on a une monture qui bouge. Donc on va s'orienter à différents endroits du spatial. Toujours pareil, le même système, une grande antenne qui renvoie, comme votre antenne de télévision, hein, mais à des dimensions spectaculaires et qui vont regarder des longueurs d'onde très particulières. Et là, on analyse tout ça avec des ordinateurs, c'est des chiffres, des chiffres et des chiffres. Alors on a une autre gamme de télescopes aussi, comme ça, d'antennes, qui est plus performant encore, c'est élevé là, on a 27 antennes de 25 mètres, mais elles ont l'avantage de se déplacer, c'est-à-dire qu'elles vont faire des formes géométriques sur le sol. Suivant la forme géométrique qu'on va faire de ces antennes, eh bien on ne va pas étudier la même chose. Elles vont se focaliser sur un point, elles vont écarter, elles vont donner des informations différentes. Donc sur des rails, tout ça c'est monté, on est sur un désert, donc là aussi une étude très particulière, un télescope très performant là. Et le plus puissant dans ce domaine, c'est celui-là. Alma, 66 antennes. Chaque antenne pèse 150 tonnes. C'est gigantesque. On est à 5000 mètres d'altitude là. Hein. On est à 5000 mètres, il y a quasiment personne qui y reste longtemps. Là, on ne peut pas y rester trop longtemps. Toute l'étude se fait 3000 mètres plus bas. Il a fallu des engins spéciaux et des joysticks. Il y a vraiment eu des machines énormes pour monter ces antennes. Ça a été un projet gigantesque. Et là, on étudie dans le bord d'une longueur d'onde de la radio, le submillimétrique. Et c'est dans ces longueurs d'onde aussi qu'il apparaît des informations qu'on a nulle part ailleurs. Vraiment une étude très pointue de l'univers grâce à ces antennes. Là aussi, certaines se déplacent, mais c'est un beau projet. Ça fonctionne depuis 4-5 ans maintenant, au moins ça. Vous ne connaissez pas, hein, projet Alma. Vous voyez. Donc, les 66 antennes, on est sur le désert du Paranal, là-haut. C'est aux États-Unis, ça Au Chili. On est au Chili. On est au Chili, oui, sur le désert d'Atacama. Hein. Donc tout le truc. Et puis, un petit cours en France quand même. J'aime bien finir quand même par chez nous. Enfin, finir chaque observatoire. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent là. Ça se visite, hein. Ça c'est très très intéressant. C'est très ancien. C'était tombé un peu à l'eau quand l'étude en radio de l'univers était peu connue. Et aujourd'hui, ça s'est redéveloppé avec de nouvelles antennes, avec un nouveau système, et ça se visite. Ça, c'est très intéressant. Donc, le radiotélescope de Nancy, avec en Sologne, là-bas, et bien là, on va écouter le ciel, on va écouter le soleil, on va écouter les planètes, Jupiter, qui est énormément en radio, on va écouter plein de choses, puis bien sûr, un grand champ. Donc là aussi, ça vient compléter tout ce qui se fait par ailleurs. Mais chaque grand télescope peut dire qu'il est spécialisé aujourd'hui dans un domaine. On les a spécialisés et ils se conjuguent après tous ensemble pour arriver à comprendre un phénomène particulier en amenant des informations qui viennent de différents endroits. On est toujours en France, hein, IRAM. IRAM aussi un endroit très particulier, allez voir. Enfin, je ne sais même pas, on ne peut pas y monter. Non, il y a un téléphérique qui monte, d'ailleurs téléphérique qui s'était cassé la figure il y a quelques années. On a les 7 antennes là, qui sont bien connues. Cette antenne de l'IRAM, pareil, on est en radio, on est en submillimétrique, on est dans des longueurs d'onde très particulières, et il est complété. Vous voyez qu'un peu partout dans le monde, il y en a beaucoup finalement, hein, avec un petit peu. Et puis il y a des télescopes très particuliers, on va passer rapidement là-dessus, mais c'est quand même important de le dire, Planck, on est dans l'espace, on est du spatial, mais pareil, c'est pas un miroir forcément, là on capte l'image de l'univers, on va capturer vraiment le fond diffus cosmologique qu'on appelle, le fameux 3K. Vous savez qu'on est à moins 273 degrés, là on est à moins 270 degrés, et on va étudier vraiment un rayonnement très très faible, qu'on a découvert par hasard. Il y a eu des antennes à un moment donné qui ont capté un son, on ne savait pas ce que c'était, hein, et ça faisait un parasite qui venait mais de tous les coins de l'espace. Et on s'est rendu compte qu'après, c'était pas une perturbation, c'était pas lié aux instruments, c'était pas un défaut, tout simplement, c'était le rayonnement du Big Bang. Le Big Bang a diffusé dans l'espace une lumière qui a mis aujourd'hui 3 milliards, 4 milliards d'années à nous parvenir. Eh bien,
cette lumière qui nous vient de l'espace, on est capable de la capter justement avec ce type de télescope. Elle fait simplement 3 degrés au-dessus du zéro absolu. Vous voyez un petit peu? Donc, et il y a des variations. C'est pas pile 3, et donc ce télescope est capable de mesurer les variations. Vous voyez, ça c'est une photo de l'univers, une photo, une indication, on peut dire, du rayonnement de l'univers dans cette longueur d'onde, et on retrouve plein d'informations là-dedans. Les scientifiques avec ça vont se dire, il y a telle densité là, il n'y a pas telle densité là, pourquoi c'est comme ça, et ainsi de suite. Donc c'est là les premières photos qu'on a grâce à ce genre de télescope. Ils sont construits aujourd'hui d'encore plus puissants pour aller encore plus dans le détail là-dedans, justement, pour aller voir un peu à quoi ressemble l'univers. Donc c'est fantastique quand même. Alors voilà, pour vous faire toucher du doigt un petit peu ce qui se passe dans une image, c'est le même champ, vous voyez, en visible, en infrarouge. Vous voyez qu'on n'a pas du tout, on a une richesse d'informations dans la Voie lactée, là on est carrément dans des endroits très denses où il se passe plein de choses. Vous voyez qu'on a beaucoup plus d'informations. Donc ça aussi c'est quand même très intéressant. Vous voyez une galaxie, on en a vu tout à l'heure, celle-ci aussi elle est vue en infrarouge. C'est pas du tout la même chose, hein. Et oui. Là aussi, des nébuleuses. Ah, c'est des vrais feux d'artifice, hein, c'est magnifique. Alors ça, nous on ne peut pas le voir évidemment, hein. Vous voyez la photo là-haut, visible, et puis là, paf, on passe dans un autre rayonnement. Je crois que c'est de l'ultraviolet, ça. On est dans une autre longueur d'onde. Donc simplement pour vous faire toucher du doigt que nos yeux ne voient vraiment pas tout, hein. Et voilà, donc maintenant, on va en finir avec cet exposé par le futur. Le futur, ben, c'est ça. Ces télescopes, celui-ci, il est prévu de 24 mètres. Ça ne rigole pas. Il est en projet, il n'est pas encore attaqué en construction. Magellan, les géants Magellan, on ne sait pas s'il y en aura un, s'il y en aura deux, mais là aussi il y a un projet énorme. Il y a celui-ci aussi, 30 mètres. Pas rien, hein, Hawaï. Donc on a vu tout à l'heure qu'à Hawaï il y avait déjà 4 gros télescopes. Eh bien, au Mauna Kea, il y a celui-ci qui est en projet. Donc toujours plus grand, toujours plus puissant. Et le dernier, ben, c'est celui-là, c'est le ELT, Europe. Là aussi on a l'Europe qui est partenaire, 39 mètres, à 3000 mètres d'altitude, dans la cordillère là-bas de Amazon. On est au Chili. Et celui-là, eh bien, il est attaqué, le voilà, il est en construction. Donc ça rigole plus. Dans quelques années, il va nous donner les premières images d'ici 4-5 ans. Peut-être plus, peut-être moins, ça va aller plus vite. Vous savez, dans ces projets-là, il suffit qu'il y ait un blocage financier, il faut qu'il y ait un consortium qui se mette en travers ou autre. Et puis il y a des décalages, hein, dans tous ces grands projets. Mais là, c'est une machine géante. Une machine. Alors imaginez déjà ce que l'on voit avec un 10 mètres, et plusieurs 10 mètres ensemble, avec ça, ça va être fantastique. Donc, plus grande compréhension de notre espace, notre environnement, tout simplement, hein, où on vit. On est là, sur une petite planète autour d'une étoile. On sait qu'il y en a plein d'étoiles autour de nous, que cette étoile fait partie de milliards d'étoiles, milliards d'étoiles dans une galaxie, d'accord? Et puis des galaxies, ben, on ne sait pas combien il y en a, tellement qu'il y en a. Il y en a partout, et l'univers est en expansion. Voilà. Donc les étoiles, les galaxies s'éloignent les unes des autres à grande échelle. Voilà un petit peu ce que l'on peut dire aujourd'hui, grâce aux géants que nous venons de voir ensemble, hein. Voilà, eh bien, je vous remercie. Merci. Des questions, non? Arecibo, c'est il y a 4 ans, il s'est effondré. En 2022, ils ont dit On fait pas. c'est fini. C'est fini. Ah ouais, Il y a une vidéo sur YouTube où on voit le moment où ça lâche le câble. Le câble qui tient toutes les... C'est impressionnant, parce que le bruit, c'est impressionnant. Ah bah ouais. Regardez sur YouTube. Oui, cherchez ouais. Arecibo. Non, mais c'est vrai que je ne suis pas forcément plus intéressé à ces fameux radiotélescopes particuliers, parce qu'Arecibo, on essaie de trouver ici, on essayait de trouver de capter des... Mais là, maintenant, il est énorme, c'est les celui-là. Chinois qui en ont fait un de 500 mètres. 500 mètres. Ah ouais, carrément. Ouais. Dans une cuvette, dans une plaine, un endroit particulier. Je ne sais pas comment il s'appelle celui-là, mais j'avais vu ça, ouais. C'est un truc de fou, ça aussi. Et là, les derniers que vous avez montrés, En Australie, là, il y a des gens magnifiques, là, les grandes antennes. Là. Ah, mais après, ceux de l'Atacama, oui, il a les nouveaux. ah bah oui, les derniers là-haut, ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a une suprématie des télescopes entre les optiques et les radiotélescopes? Une suprématie entre les différents observatoires. Est-ce qu'il y a, pense il y a pas, une non. variété, enfin, un des deux systèmes qui va disparaître au fil de l'autre? Non, L'optique non, ou les deux sont complémentaires. Ouais. Non, c'est très très complémentaire. Oh non, aujourd'hui on ne peut pas dire qu'il y a une... Non, non, il y aura toujours des
des gens beaucoup plus intéressés par la radioastronomie et par tout ce qui est donc des ondes, des choses de cette façon-là. Elle permet vraiment d'étudier des choses et de découvrir même des choses qui ne sont pas possibles par les autres. Hein. Ouais. Ah oui, tout à fait. Non, mais c'est pour ça que je me disais peut-être qu'à terme, l'optique va disparaître. Oh non, 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 non. Oh non, puis la preuve, vous avez vu, hein, on construit Oui, on construit des plus en plus grands. Hein. Ah ouais, non, non, pour le moment, c'est vraiment... C'est pas la qualité. C'est pas l'ordre du jour aujourd'hui de dire... Ouais, ok. Après, bon, est-ce que c'est le spatial qui va prendre sur le terrestre? Je crois pas. Après, oui, il y a ce fait-là. Mais... Ouais, mais il y a tellement à faire, il y a tellement je dirais, de domaines, et puis chaque découverte en entraîne d'autres, ça pose d'autres questions, il faut d'autres instruments, il y en a qui veulent mesurer ça, l'autre veut mesurer ça. Donc tout ça est très, très divers, qui manque presque d'observatoires aujourd'hui.